votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Dans l'actualité de ce vendredi 6 février, les universités sénégalaises qui renouent avec la violence à l'UCAD. Étudiants et forces de défense s'affrontent depuis 24 heures à Saint-Louis. Les restaurants de l'université Gaston Berger ont été fermés sur ordre du ministre de l'Enseignement supérieur pour les préserver des actes de sabotage. Les pensionnaires sur place réclament entre autres le paiement de leurs bourses. Au Mariste, l'implantation d'Auchan sur une bande réservée à l'aménagement routier se heurte à une vive opposition des riverains en présence du sous-préfet de Grand Dakar. Habitants et élus locaux ont fait bloc pour exiger le maintien de cette zone en espace d'utilité publique. Et puis, malgré le vote d'une loi autorisant le règlement du passif social de la SIAS, les ex-agents de la défunte entreprise de nettoiement se battent toujours pour le règlement de leurs indemnités. Face à la presse, ces ex-employés évoquent une situation insoutenable qui dure depuis 30 années. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tout de suite en titre. Les journées sans ticket plongent les universités sénégalaises dans la tourmente. À Dakar et à Saint-Louis, les restaurants universitaires ont été fermés sur instruction du ministre de l'Enseignement supérieur. Les centres des œuvres universitaires dénoncent des actes de sabotage mettant en péril le service et la sécurité du personnel. En réaction, les étudiants ont décrété des journées sans ticket renouvelables et une cessation des activités administratives, exigeant ainsi le paiement du rappel de leur bourse ainsi que le maintien des acquis. L'intersyndicale du Centre des œuvres universitaires de Dakar évoque un climat d'insécurité et appelle à un droit de retrait. Toutes les parties disent rester ouvertes au dialogue dans l'attente d'un retour au calme. Le récit est signé Habib Faye. La tension monte dans les universités sénégalaises autour des journées sans ticket. À Dakar comme à Saint-Louis, les centres des œuvres universitaires, COUD et CROUS annoncent la fermeture temporaire des restaurants universitaires. Sur instruction du ministère de l'Enseignement supérieur, dénonçant des actes de sabotage qui compromettent le service de restauration et fragilisent leurs ressources financières. De leur côté, les organisations estudiantines, notamment le collectif des amicales de l'UCAD et la coordination des étudiants de Saint-Louis, accusent l'autorité ministérielle de punir les étudiants en pleine période d'examen et décrètent une cessation des activités administratives ainsi que des journées sans ticket de 48 heures renouvelables. Elles réclament le paiement des rappels de bourse et le maintien des acquis jusqu'à une révision concertée du décret sur les allocations d'études. L'intersyndicale du COUD, quant à elle, alerte sur la dégradation du climat social, évoquant menaces, violences et vandalisme contre le personnel et les infrastructures. Elle soutient un droit de retrait de 48 heures, estimant que les journées sans ticket coûtent plus d'1 milliard de francs CFA au COUD et mettent en danger les travailleurs, tout en saluant les efforts de l'État sur les tarifs sociaux de la restauration universitaire. Malgré la crispation, les directions des œuvres universitaires réaffirment leur disponibilité au dialogue, conditionnant la reprise des services à un climat apaisé. Alors que les établissements de Thiès sont en pleine célébration de la Semaine nationale de l'école de base, élèves et parents d'élèves de l'établissement Aliba fustigent son état de dégradation. Les abords de l'école sont en effet assaillis par des commerces, ce qui provoque insalubrité et insécurité. Les autorités sont invitées à réagir dans le but de restaurer ce lieu d'apprentissage. Des détails, c'est avec Charanta Diop et Seyla Tire. Aliba, cet établissement scolaire niché au cœur du quartier Grand Thiès, est dans un état de dégradation avancée. L'insécurité, l'insalubrité prennent des proportions inquiétantes. L'école est assaillie par des moustiques du fait de la proximité du marché. C'est
c'est inadmissible parce qu'on ne peut pas concevoir poubelle posée ici. Les élèves respirent une odeur, c'est anormal. En plus de ça, les vendeurs se trouvent ici. On doit mettre nos enfants dans de très bonnes conditions. Moi qui parle, mon fils est asthmatique, mais il ne peut pas rester 2 semaines sans tomber malade. Mais c'est à cause de la poussière qu'on respire et de l'odeur. Les marchands qui sont ici urinent dans les murs de l'école. Le comité de gestion de l'école a taillé bavette avec ces hommes et femmes à qui il a appelé à la dynamique de l'unité pour trouver des solutions à ces difficultés. L'école Aliba a formé des cadres, des ministres, beaucoup d'autorités. Donc, on doit faire des efforts pour l'améliorer, les conditions des élèves. La semaine nationale de l'école de base prend fin aujourd'hui, moment choisi par ses parents d'élèves et élèves de l'école Aliba pour se pencher sur le thème choisi par le ministre de l'Éducation nationale, la sécurisation de l'environnement scolaire, qui appelle à une mobilisation communautaire. À la une de l'actualité politico-judiciaire, ce communiqué publié ce vendredi 6 février qui nous apprend que les députés sont convoqués en séance plénière le lundi 9 février 2026 à 10h. À l'ordre du jour figure la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Mohamedou Ngom dit Farba. Le député maire des Agnam a été placé, je rappelle, sous mandat de dépôt et emprisonné le 27 février 2025 dans le cadre d'une enquête du pôle judiciaire financier pour des soupçons d'association de malfaiteurs, d'escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux. Le président Bassirou Diomaye Faye poursuit sa tournée dans la région de Tambacounda. Alors après avoir visité l'université du Sénégal oriental ainsi que la gare ferroviaire, le chef de l'État s'est rendu ce vendredi à Laboya, une localité reconnue comme le principal bassin de production de bananes de la région. Sur place, le chef de l'État a visité une plantation de 220 hectares, une initiative réalisée par Mamadou Oumar Sall, surnommé le roi de la banane. Après s'être entretenu avec les producteurs, le président de la République s'est rendu ce matin à Kidira pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux routiers sur l'axe Kidira-Bakel. Le chef de l'État a à cette occasion pris des décisions importantes afin d'accélérer les chantiers et de garantir surtout une livraison du tronçon dans les meilleurs délais. Le reportage est signé Mamadou Diouf. Le président Bassirou Diomaye Faye poursuit sa tournée dans la région de Tambacounda. Après s'être rendu hier à l'université et à la gare ferroviaire, le président Diomaye a effectué une visite à Laboya, une zone réputée pour être l'un des plus grands centres de production de bananes de la région. Sur place, il a visité une plantation s'étendant sur 220 hectares, une exploitation mise en valeur par Mamadou Oumar Sall, surnommé le roi de la banane. Plus qu'un espoir, c'est une conviction forte que la souveraineté est à portée du Sénégal. Mais au-delà de la souveraineté même, le Sénégal doit être en mesure aujourd'hui de viser le marché africain en termes d'exportation. Si l'accompagnement qui est fait dans le secteur et qui a produit de formidables résultats au regard de ce qui a été déjà donné comme compte rendu par les ministres de l'Agriculture et son homologue du commerce se poursuit. Et ce qui est confirmé par ailleurs par les acteurs et qui a valu des bons significatifs cette année, et naturellement, nous atteindrons très rapidement la satisfaction de la demande nationale et nous irons à la conquête de toute l'Afrique avec l'opportunité qu'offre la ZLECAf. Après avoir échangé avec les producteurs de bananes, le président de la République s'est rendu ce matin à Kidira pour constater l'état d'avancement des travaux du chantier routier reliant Kidira et Bakel. À cette occasion, le chef de l'État a pris des décisions importantes afin de garantir que les travaux de la route soient achevés dans les plus brefs délais. Deux lots sont déjà livrés pour une distance très appréciable, à 100%. Et nous sommes à 89% sur le lot restant. Sur ce rapport, il y a lieu de travailler avec le ministre des Infrastructures et le ministre des Finances et du Budget qui seront instruits à cet effet pour que les efforts financiers restants puissent être réalisés afin que la route soit finalisée une bonne fois pour toutes. Sous ce rapport, cette route va jouer un rôle catalytique pour
l'accessibilité de cette zone, mais aussi pour le commerce intracommunautaire, notamment avec le peuple frère du Mali. Le président Diomaye clôture aujourd'hui la deuxième journée de sa tournée économique dans la région de Tambacounda. Cependant, avant de prendre congé ce samedi pour se rendre à Kédougou, le chef de l'État procédera à l'inauguration d'une centrale solaire dans la localité de Ségoukoura. Retour dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Keur-Massar. Sur place, l'association des retraités veufs, veuves et orphelins du Sénégal hausse le ton. Elle dénonce le non-respect plutôt des promesses du régime en place depuis son accession au pouvoir. Ces retraités affirment n'avoir enregistré aucune augmentation de leur pension, une situation jugée inacceptable par les membres de l'association qui menacent d'envahir le siège de l'IPRES et de descendre dans la rue s'il le faut pour manifester leur colère. Je vous propose d'écouter Ibrahima Badji, membre de l'association des retraités, qui nous parle au micro d'Abdoulaye Anne. Les retraités, devant les nombreux problèmes dont ils sont confrontés. La situation n'a pas évolué. Et lors d'un conseil du gouvernement, le gouvernement, comme celui qui avait pris la parole l'a dit, il avait annoncé qu'il y aurait une augmentation des salaires aux retraités. Et c'est le mois de juillet que ça devait se produire. Cela n'a pas été le cas jusqu'à nos jours. Donc nous, Arvos, nous avons décidé d'introduire une demande d'audience pour rencontrer le président ou le Premier ministre ou le ministre chargé du travail pour essayer de définir les perspectives. Nous devons mettre en place, trouver une solution durable et consensuelle, fondée sur un accord entre l'État et les retraités à moyen et à long terme et permettant la matérialisation effective de la promesse faite. Nous n'excluons pas de descendre dans la rue pour manifester notre mécontentement et dire à l'État que c'est assez. C'est une possibilité aussi pour assiéger l'IPRES. Les conditions de vie sont précaires, très précaires. Parce qu'il y a jusqu'à nos jours des retraités qui n'ont même pas le minimum de pension. C'est le minimum de pension, ils avaient dit 62, mais eux, leur minimum de pension actuellement, c'est 35 000. Donc là, vous voyez, c'est dérisoire. Je ne parle même pas des veuves. Les veuves, même, elles sont mortes. Rendre à César ce qui appartient à César, un dicton que se sont appropriés les ex-agents de la SIAS, la Société industrielle d'aménagement du Sénégal. Ces ex-employés de l'ancienne société de nettoiement peinent toujours à recevoir de l'État du Sénégal leurs indemnités. Ils lancent depuis Saint-Louis un appel désespéré aux autorités pour obtenir leurs dû. Des pères et mères de famille, dont certains sont décédés sans avoir perçu leur argent, exigent que le chef de l'État prenne cette affaire en main. Nous écoutons à ce sujet Bilal Sall, leur porte-parole. Il nous en dit plus au micro d'Ousseynou Diop d'Absek. Ils sont très fatigués. Les uns sont morts. Les veuves doivent payer leur location, se nourrir, se soigner, raison pour laquelle nous demandons son Excellence le règlement de cette situation définitivement. Parce que au temps d'Abdou Diouf a fait quelque chose, il est parti. Abdoulaye Wade est venu, il a fait quelque chose, il est parti. Mais nous réclamons nos dus, parce que ça nous appartient. La SOTRAC, la SIAS et l'AMA Sénégal, nous réclamons nos dus, parce que c'est voté à l'Assemblée nationale dans la loi rectificative. Donc, on attendait nos dus avant la fin du mois de décembre, mais on est actuellement au mois de février. Oui, c'est très difficile pour nous parce que vous voyez, il y a des pères de famille qui sont fatigués, il y a des gens qui sont même paralysés. Ils sont paralysés, qui n'arrivent pas à payer le loyer, qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se soigner. Je vous l'annonçais en titre au Mariste, l'implantation de l'enseigne française de grande distribution Auchan sur la bande d'Aouzou fait débat. Alors que cet espace est réservé par décret à l'aménagement routier, le projet de construction d'un supermarché suscite une vive opposition. Lors d'une audience publique inédite présidée par le sous-préfet de Grand Dakar, riverains et élus locaux ont fait front commun pour exiger le maintien de cette zone stratégique en espace d'utilité publique. Nous écoutons tour à tour Babacar Meng, maire de Anne, Bel-Air, et Aliou Diakhaté, délégué de quartier de Mariste 2. Ils nous en disent plus au micro de Al-Hassan Ba. Nous sommes là pour défendre l'intérêt public.
Donc moi, ma préoccupation, en tout cas à côté des populations, c'est bénéficier d'équipements pour un intérêt public. Équipement, ça peut être l'école primaire de proximité. Et je dois préciser qu'ici au Mariste, le seul équipement qui existe à Mariste 2 d'intérêt public, c'est un CEM. Il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas d'école primaire, il n'y a pas d'état civil. C'est-à-dire qu'il n'y a exactement rien du tout. Et cela est un problème. Il n'y a pas également d'école préscolaire. Donc c'est vraiment pour vous dire que toutes les personnes qui sont là sont obligées de se déplacer. Et ce n'est pas l'esprit de la décentralisation. Je voudrais profiter de cette rencontre pour en tout cas solliciter l'aide de l'État. Nous avons aussi écrit au président, nous avons écrit au Premier ministre. Le ministre de l'Urbanisme a envoyé une délégation qui est venue nous voir. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons eu cette audience publique et après avoir écouté aussi bien effectivement les privés que les populations, j'espère qu'une solution sera trouvée à ce problème. Tous les gens qui ont eu des baux ici, ils ont eu des baux donc énormes, des espaces énormes à leur profit. Et ils se sont mis à découper et à vendre. On ne pouvait pas admettre cela. C'est pour cela qu'on s'est toujours opposé. Et ça a donné les résultats que ça a donné, jusqu'à ce que plus personne n'a pu construire ici, jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui. Et aujourd'hui, les discussions étaient très claires et je crois qu'il y aura une suite. Parlons à présent de ce cambriolage survenu à la station de pompage du casier agricole de Matam. Les malfaiteurs, en spoliant équipements électroniques et électriques, ont plongé les riziculteurs dans le désarroi. Ces derniers, qui étaient déjà engagés dans la campagne dite de contre-saison, se retrouvent dans l'incapacité de poursuivre leurs activités. Les autorités sont interpellées dans ce reportage de Ali Bandelian. C'est une très grande désolation des riziculteurs de la ville de Matam. Suite au cambriolage de la station de pompage du casier agricole, les paysans n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts. Câbles électriques et armoires électroniques, les malfaiteurs ont tout emporté. Je ne peux même pas parler tellement j'étais touché le fait qu'il y ait cet événement. Et je ne pensais pas à cela. C'est très dur parce que on avait un grand espoir vraiment pour cette campagne. Comme vous l'avez vu, on a commencé très tôt. Toutes les dispositions ont été prises. Vous avez vu, il y a l'ossetage qui est là, déjà fait. Il y a les semences qui étaient disponibles. Donc, c'était un problème. Au dernier moment, ça a eu lieu. Donc, ça me dépasse. Nous, il n'y a pas d'espoir, un désespoir peut-être. Parce que je sais que si l'administration ou l'État n'intervient pas, ou bien la SAED, ou bien les ONG, on appelle tout le monde, s'ils n'interviennent pas, c'est sûr et certain. Avec ces dégâts-là, seul le casier ne peut pas résoudre ça. Alors que les paysans avaient fini de disposer des crédits des banques pour la mise en place des intrants agricoles en vue de la campagne dite de contre-saison chaude. On avait tout, on avait tout. Mais le problème maintenant, c'est comment faire pour rembourser ces trucs-là. Déjà qu'on a pris. Déjà, l'OCET, on a anticipé. Ça est là. Maintenant, si on n'exploite pas, la banque ne va pas financer l'offsetage parce que du fait qu'on n'exploite. Donc c'est un grand problème pour nous. Comment faire pour au moins rembourser ce qu'on a déjà utilisé? Dans ce casier, 700 familles étaient déjà engagées pour cette campagne coordonnée par la SAED qui ambitionne dans la région d'emblaver près de 4000 hectares. En plus des 2500 familles impactées par les inondations de l'hivernage, ce cambriolage vient allonger la liste des agriculteurs sinistrés de la région de Matam. Allez, parlons environnement avec ce constat dans la région de Ziguinchor dont les côtes sont sérieusement
éprouvée par l'érosion. À cela s'ajoute le fait que cette région constitue l'un des points de départ des candidats à l'immigration irrégulière. Les Nations Unies contribuent déjà à la lutte contre ces fléaux dans la partie sud. D'aujourd'hui, l'organisation compte redoubler d'efforts aux côtés des autorités sénégalaises pour les réduire de manière drastique. L'assurance est donnée par la coordinatrice du système des Nations Unies au Sénégal. C'était à l'issue d'une mission à Ziguinchor. Les propos de Mme Aminata Maïga sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mondjan. Nous avons abordé les questions de migration et on a la chance d'avoir dans la délégation la représentante de l'Organisation internationale des migrations qui travaille déjà sur le territoire. Et en même temps, les questions environnementales ont également été abordées. Vous parlez des questions de l'érosion marine, qui est une réalité sur laquelle certains programmes des Nations Unies travaillent, peut-être pas ici mais ailleurs. Donc ça fait partie des choses que nous avons dans notre compte rendu et nous allons reporter l'information aux différentes agences qui ont l'expertise sur ces questions. En ce qui concerne, oui, nous avons appris que certaines régions ici sont des régions de départ, mais également des régions de retour. Donc ma collègue de l'OIM, c'est quelque chose qu'elle devra regarder avec ses collègues pour voir comment des opportunités, les jeunes peuvent saisir les opportunités qui existent ici. Parce qu'au fond, c'est ça. Il y a énormément d'opportunités socio-économiques. C'est passer le message aux jeunes qui peuvent réussir en restant au Sénégal. Et nous avons visité plusieurs jeunes agripreneurs, que ce soit des jeunes soutenus par l'OIM, des jeunes soutenus par le PNUD, qui sont des exemples pour leur communauté, que c'est possible de rester au Sénégal et de réussir. Donc ça fait partie des messages de plaidoyer que nous allons amener à Dakar avec nous. Mais définitivement, nous travaillons déjà sur ces questions et nous allons continuer à renforcer notre action. Le sport, Hambourg, le 12e Gaïné réclame la libération de ses 17 compatriotes emprisonnés au Maroc. Ces fervents supporters de l'équipe nationale de football section Hambourg, fraîchement revenus du Maroc, ont eu droit à un accueil chaleureux des artistes de Sali, une cérémonie durant laquelle ils ont interpellé les autorités sur la situation des 17 supporters emprisonnés en terre chérifienne. Nous écoutons Bakary Doukar, membre du 12e Gaïné. Il s'exprime au micro de Ndaïmati Dia. Culturel de Sali, dont les reggaeman King Fader, Alan San, tout le monde qui nous a accueillis, mais qui nous ont promis de nous faire un sargal. Vous savez que ces temps-ci, on a des difficultés en voyant nos frères et sœurs qui sont restés dans les prisons au Maroc. C'est pour ça qu'on a gelé toutes nos activités. Et je dis que je viendrai pour lancer des messages à l'endroit de ceux qui nous gouvernent pour qu'on libère nos détenus qui sont restés à Rabat. Ils n'ont rien fait, ils ont supporté, ils ont répondu à la provocation. Et c'est pour ça que tout ce qui s'est arrivé, c'est arrivé. Et d'après les dernières informations que j'ai eues, c'est que les avocats au Maroc sont en grève. C'est pour ça qu'ils sont restés. Mais nous prions de tout cœur qu'on les libère. Parce que franchement, le sport, c'est de l'art. Les supporters, c'était des hommes de culture dont moi j'en fais partie. Et je ne veux vraiment pas que ça se reproduise. Nous et le Maroc, on est des frères. On a passé un mois au Maroc, presque les 28 jours. On était ensemble avec les Marocains. Seul le 29e jour de la finale, qu'on a vu des divergences. Mais sinon, c'était nickel. Les Marocains nous montraient qu'ils nous adoraient en nous disant que Sénégal-Maroc en finale, Maroc-Sénégal en finale. Et vous savez que l'équipe du Sénégal était le meilleur. Les supporters étaient les meilleurs. Et c'est pour ça qu'on a remporté le trophée. Nous aussi, en tant que supporters, on a remporté les médailles des meilleurs supporters que vous voyez là. Et ça, on vous l'a amené cadeau, vous les acteurs culturels. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous tout de suite. La deuxième partie de Soir d'Info et nous parlons de Cheikh Anta Diop.